Quel bonheur! Chers amis, quel bonheur de vous retrouver si nombreux, vous qui êtes présents, pour certains depuis les débuts de Place Publique, et vous qui nous avez rejoints ces derniers mois en nombre. Quelle joie de voir dans vos yeux cette flamme, cette belle flamme sans laquelle les combats d'ampleur sont perdus d'avance. De sentir dans cette salle pleine à craquer l'enthousiasme militant sans lequel la vie politique ne vaut rien et ne mène nulle part. Nous savons toutes et tous, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous le sentons dans nos tripes et dans nos cœurs. Nous sommes là pour lancer ce qui sera sans aucun doute la bataille la plus importante, la plus difficile, la plus décisive de nos vies respectives. La grande bataille pour la démocratie française et européenne. Alors, si ce n'est pas le premier congrès de notre jeune histoire, c'est sans aucun doute un congrès fondateur et fondamental pour Place Publique. Fondamental au regard de la gravité du moment que nous traversons et de la responsabilité historique qui s'impose à nous. Car disons-le clairement, peu importe si nous sommes nés il y a 20 ans ou il y a 70, nous n'avons jamais dans nos existences respectives connu un tel moment de vertige et de bascule. Chacune et chacun d'entre nous fait aujourd'hui face à son destin. Quand j'avais 20 ans, il y a bien longtemps, comme l'a rappelé Place Publique Jeunes, qui ont refusé mon adhésion sans aucune forme de politesse. Mais quand j'avais 20 ans, la grande question politique qui se posait à nous, c'était de savoir si on préférait Jospin ou Juppé. On avait sans doute raison de préférer Jospin. Mais personne ne pensait que le monde allait s'écrouler si jamais c'était Juppé qui gagnait. Nous n'en sommes plus du tout là aujourd'hui. Aujourd'hui, les questions qui se posent à nous sont d'une toute autre nature. Ces questions vertigineuses sont: allons-nous basculer dans la guerre? Allons-nous encore vivre dans un monde habitable? Allons-nous assister à la chute de nos démocraties? Allons-nous assister au démantèlement de l'Union européenne? Allons-nous baisser la tête devant Trump et Poutine, choisir Le Pen et Orban? Ou sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à lancer un grand mouvement de résistance démocrate partout en France et en Europe? Sommes-nous prêts? Eh bien, je vois que nous sommes prêts. Si vous me posez la question ce dimanche, je serai incapable de vous dire avec certitude si dans 5 ou 10 ans, nous vivrons encore en démocratie dans un continent en paix. Tout. Oui, tout peut s'effondrer si rapidement. À ceux qui vivent encore dans le déni, à ceux qui doutent de ce que je viens de dire, je dis une chose simple. Regardez.
Regardez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Voyez ces chercheurs virés pour avoir simplement mis le mot « climat » dans l'un de leurs rapports. Voyez ces hommes de Musk partir à l'assaut des institutions démocratiques. Voyez ces désormais célèbres Big Balls pénétrer au cœur du trésor américain. Voyez ce retournement d'alliance qui s'opère sous nos yeux, dans ce bureau ovale, lorsque le président américain décide d'insulter le héros de la résistance ukrainienne, le président Zelensky. Voyez les États-Unis d'Amérique voter avec la Russie, la Corée du Nord, la Biélorussie contre la résolution portée par l'Ukraine et par l'Union européenne. Voyez tout cela et notez, je vous prie, notez la faiblesse des réactions aux États-Unis même. Notez la faiblesse des anticorps dans la société américaine. Notez comment une vieille démocratie, le seul pays qui a vécu en démocratie sans interruption depuis plus de 2 siècles, notez comment tout s'effondre vite et comment les réactions sont faibles. Alors nous avons une question à nous poser. Est-ce là ce que nous voulons pour la France? Voulons-nous jouer avec le feu du populisme et de l'extrême droite, jouer avec ce feu qui brûle les institutions et les cœurs, qui fanatise les réseaux sociaux et les âmes? Non, nous ne voulons pas de cela pour la France. Alors ne laissons jamais passer le fan club de Trump et de Musk dans notre pays. Et oui, et oui, nous serons là pour leur barrer la route chez nous en France, en 2025, en 2026 et en 2027. Nous serons là et nous serons prêts, oui, chacune et chacun d'entre nous. Nous serons prêts à y laisser notre peau. Nous serons prêts à y laisser notre peau parce que nous sommes conscients que désormais chaque élection dans chaque démocratie européenne est un combat existentiel. Et nous serons là, car nous savons, car nous sentons, car nous voyons et car nous écoutons. Nous écoutons les mots de nos services de sécurité. Nous écoutons les services allemands et danois quand ils alertent sur un risque d'invasion russe d'un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN avant 2030. Nous regardons les Baltes creuser des tranchées, les Polonais former les lycéens au maniement des armes ou les Finlandais se préparer à une invasion. Tout cela, tout ce qui se passe actuellement en Europe, pour certains politiques français et pour certains médias français, c'est un jeu. Ils vont saisir chaque balle au bond et ils vont critiquer le président Macron quand il lance enfin, après tant de tergiversations, l'alerte sur la situation sécuritaire en Europe. Mais moi, je sais bien que tout cela, que rien de cela n'est un jeu. Je le sais depuis 20 ans. Je le sais depuis que mon amie et mon modèle dans la vie, Anna Politkovskaya, m'a dit lors d'un dîner « Mais Raphaël, tu penses sincèrement que les guerres de Poutine
ne vous viseront pas vous, les Européens. Vous êtes sa cible depuis le début. Je le sais depuis une nuit chaude d'août 2008, quand je me suis retrouvé bloqué à un barrage russe au cœur de la Géorgie, au sud de la ville de Gori. J'ai eu la chance de rencontrer alors le général Borisov, le chef des armées d'invasion. Et il m'a dit, en me regardant, j'étais avec 2 autres journalistes français, « Rentrez chez vous ». Et là, je le cite, « tas de PD », parce qu'ici, c'est pas l'Europe, c'est la Russie. Et lorsque timidement on lui fit remarquer que, techniquement, on était au milieu d'un pays souverain qui s'appelait la Géorgie, c'était vraiment au cœur, c'était pas en Ossétie du Sud ou en Abkhazie ou à une frontière, on était au milieu du pays. Techniquement, selon le droit international, on parle en européen, nous, on ne répond pas sur le même ton, c'était la Géorgie. Il nous a répondu, mais nous n'avons pas de frontières. Et je lui demande, du coup, jusqu'où il compte aller. Et là-dessus, avec assurance, et c'était vraiment une scène lunaire, parce qu'il y avait des miliciens, les Kontratniki, on les appelle, qu'on reconnaît au brassard blanc qu'ils portent, qui étaient en train de piller l'ensemble des villages aux alentours. Même un qui se baladait avec une cuvette de toilette. Et il m'a répondu, partout où nous avons été. Ce soir-là, je suis rentré à Tbilissi, la capitale, après des heures coincé à ce barrage, et je me suis dit une chose. Moi, je resterai habité en Géorgie aussi longtemps que les Russes occuperont ce pays. Et donc, ça me vaut aujourd'hui les attaques de vieux politiciens acariâtres. Et donc, je suis resté aider les Géorgiens à essayer de vivre leur rêve, qui est l'intégration européenne. Et j'ai essayé, depuis la Géorgie, puis ensuite depuis l'Ukraine, d'alerter sans relâche les dirigeants européens en leur disant cette chose simple. Ne pensez pas que c'est une histoire géorgienne. Ne pensez pas que c'est une histoire syrienne. Ne pensez pas que c'est une histoire ukrainienne. Nous sommes, in fine, la cible de ce régime fasciste qui a pris le pouvoir en Russie. Alors ne vous laissez pas impressionner par les attaques. Quand ils disent « mais que fait-il en Géorgie entre 2008 et 2012 ?» Répondez avec fierté qu'il essayait de défendre les principes et les intérêts vitaux de l'Europe contre la Russie de Vladimir Poutine. Et qu'il essayait de réveiller les consciences endormies de dirigeants européens trop amoureux de leur confort pour prendre la mesure des menaces qui pesaient sur la sécurité en Europe. Alors oui, les gens souriaient quand j'essayais de les alerter. Vous savez, c'est Glucksmann et ses obsessions. Il est tombé amoureux des montagnes du Caucase. Il a trop lu Dostoïevski, bah oui, excusez-moi. Ça permet de comprendre Poutine, de lire Dostoïevski, oui. Et là, tout le monde se rend compte, ou presque, que nous vivons un moment de vérité. Un moment de vérité pour l'ensemble du continent européen. Je vous le dis, cette guerre en Ukraine, qui n'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui s'étend bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Cette guerre en Ukraine sera le berceau ou le cercueil
de la puissance démocratique européenne. Si l'Europe se refuse à naître véritablement, à éclore dans cette crise dont on doit prendre la mesure, eh bien le monde sera un monde dominé par des empires qui se partagent les terres des autres. À toi l'Ukraine, à moi le Groenland, à toi Taïwan, à moi Panama. Transformons Gaza en Riviera. Est-ce cela le monde dont nous voulons ? Alors si nous ne voulons pas de ce monde, la seule manière de le refuser, eh bien c'est de construire cette puissance européenne véritablement souveraine et libre. La seule manière de refuser ce monde, c'est que les pays européens s'unissent pour dire une chose simple. Nous n'en voulons pas et nous allons devenir suffisamment forts pour vous tenir tête. C'est cela l'enjeu des semaines et des mois qui viennent. Alors j'entends dire, mais Glucksmann, il nous parle de géopolitique et d'Europe toute la journée, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la France ? Pourquoi il ne nous parle pas de la France ? Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que quand on parle de l'Europe, on parle du destin des Françaises et des Français, de la sécurité des Françaises et des Français, de l'avenir des Françaises et des Français. Et que dans notre monde aujourd'hui, il faut abandonner les catégories classiques. Il n'y a plus de politique étrangère. Il n'y a que de la politique. Et il y a un conflit, une bataille qui traverse les frontières. Il n'y a plus de dedans et de dehors. Et l'intérieur et l'extérieur se retrouvent mêlés. J'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères. Et je peux vous dire que la guerre hybride menée par Vladimir Poutine contre nos démocraties brouille l'ensemble des catégories classiques de la pensée. Ils interviennent partout. Ils vont en Espagne. Et en Espagne, ils soutiennent qui ? Ils soutiennent les indépendantistes catalans les plus radicaux et les nationalistes castillans les plus véhéments, dans le même moment. Pourquoi ? Pour semer le chaos au cœur de la démocratie espagnole et montrer que la démocratie est impuissante. Leurs agents viennent, au lendemain du 7 octobre, leurs agents viennent à Paris, taguer des étoiles de David sur les murs de nos villes, pour faire croire que nous sommes plongés dans une sorte de guerre civile. En France, ils soutiennent dans le même moment des gens comme Kémy Séba et des gens d'extrême droite. Pourquoi ? Les décoloniaux les plus fanatiques et les racistes de l'extrême droite. Pourquoi dans le même moment ? Pour créer encore une fois le chaos dans nos démocraties. Ils interviennent en Roumanie et permettent le vol en quelques semaines d'une élection. Alors, nous devons comprendre qu'il n'y a plus de politique étrangère et de politique intérieure, que désormais tout est de la politique. Et il faut prendre au sérieux nos ennemis dans ce combat. Il faut les lire. Et moi, j'ai lu Surkov, Dugin, j'ai lu Zemmour, j'ai lu Peter Thiel, et ils disent tous en réalité la même chose. Que nous dit Surkov, le chef d'orchestre de la prise du pouvoir de Poutine, le mage du Kremlin? Il nous dit une guerre, dans un texte vraiment incroyable. Il nous dit « La guerre qui arrive traversera chaque foyer, chaque maison, chaque famille, un champ de bataille mondial dans lequel la projection du chaos chez l'adversaire sera la seule garantie de l'ordre chez soi. » Eh bien, Elon Musk nous dit la même chose dans ses tweets intempestifs. Il y a un tweet en particulier qui m'a attiré le regard. Quand il nous dit que l'administration Trump ne sera jamais safe si le virus woke
n'est pas éradiqué en Europe même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ses yeux, et aux yeux de l'administration Trump, il y a en réalité un seul conflit, une seule guerre civile culturelle, et que leur guerre civile culturelle aux États-Unis doit se propager en Europe, et qu'ils doivent installer à la tête de nos gouvernements leurs partis frères d'extrême droite, sans quoi ils ne seront jamais safe aux États-Unis. Donc ils abolissent la notion même de frontière, et ils cherchent tous, nos ennemis, à détruire nos démocraties de l'intérieur. Et force est de constater qu'ils ont au sein de ces démocraties des relais puissants. Et ces relais puissants et serviles, ce sont d'abord les différents partis d'extrême droite sur le continent européen. Ces partis se mettent au service de puissances étrangères hostiles aux intérêts et aux principes de nos nations. Et j'aimerais qu'on comprenne l'ampleur du mensonge de l'extrême droite. Ils s'appellent patriotes et ils se mettent au service de puissances étrangères. Moi, je vous le dis, ce sont des patriotes de pacotille. Et j'ai bien compris qu'aujourd'hui, quand on les accuse d'être xénophobes, ce qu'ils sont, les gens nous regardent d'un air lassé en disant « on a déjà entendu cette musique ». Alors nous allons dire toujours cela, mais nous allons dire aussi autre chose. Nous allons dire que ces gens ne sont pas des gens qui défendent les nations européennes, qu'ils usurpent le nom de patriotes et que face à eux, nous sommes nous les véritables patriotes. Parce que nous défendons les principes qui ont structuré l'histoire de nos nations. Nous défendons nos producteurs. Quand Donald Trump taxe nos productions, nous défendons les lois que nos représentants ont écrites et ont votées. Nous sommes des patriotes et eux, ce sont des idéologues prêts à vendre leur nation à des puissances étrangères. Alors oui, partout en Europe, ils sont soit au pouvoir, soit aux portes du pouvoir. Et plus particulièrement chez nous, en France, où l'extrême droite n'a jamais été aussi proche de l'emporter. Notre responsabilité historique, à un moment où dans les milieux économiques, les milieux culturels, les milieux médiatiques, des gens se disent « pourquoi pas après tout? Essayons. Pourquoi pas nouer un pacte avec le diable si ça peut nous assurer une politique fiscale plus sympathique ?» comme le disait Aurore Lalucq. À ce moment-là où le glissement est en train de s'opérer, nous devons être la digue. Nous devons être la digue partout. Et nous devons être bien plus que cela, bien plus qu'une digue. Nous devons être l'avant-garde d'un immense sursaut. Nous allons faire bien plus que sauver ce qui existe. Nous allons le régénérer, le transformer, le rendre plus fort, plus puissant, plus solide. Pourquoi? Parce que nous allons le rendre plus juste et plus durable. En Europe, nous ne nous contenterons pas de défendre l'existant. Nous allons construire, sur la base de ce qui a déjà été fait, une véritable démocratie européenne, une véritable puissance européenne. C'est tout le sens de notre combat au Parlement européen avec Aurore et Thomas. Et je dois vous dire ma fierté d'exercer ce mandat à vos côtés, à tous les deux. Et je dois saluer la cohérence de nos combats au Parlement par rapport à la campagne que nous avons menée, saluer la cohérence de nos actions. Quand Aurore se bat pour qu'une économie forte émerge en Europe et qu'elle nous explique inlassablement
que la puissance suppose la solidarité et la justice. Quand Thomas se bat pour nous montrer inlassablement là aussi que si nous voulons une puissance autonome européenne, eh bien nous n'avons d'autre choix que de mener à bien une révolution énergétique, que la transformation écologique est la seule manière d'être libre quand on est européen. Quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez faire une campagne en disant « drill, drill, drill ». C'est un désastre pour le climat, mais c'est réaliste puisque vous avez des ressources énergétiques abondantes. Mais quand vous êtes européen, que vous êtes importateur d'énergie fossile, chaque économie d'énergie, chaque pas dans la transition vers une économie décarbonée, chaque pas vers une sobriété énergétique, eh bien c'est un pas vers la puissance européenne, vers l'autonomie. Donc, tous ceux qui nous expliquent que pour devenir forts, il faudrait que nous sacrifions la solidarité sociale ou que nous sacrifions le pacte vert européen. Tous ces gens-là se trompent parce que ce qui fera la force des démocraties européennes face à ces empires autoritaires, c'est précisément de préserver, de cultiver, de choyer notre modèle social. Et c'est précisément de mener à bien la transformation écologique du continent. Et vos combats à Thomas, à Aurore, rejoignent les miens sur l'émergence d'une défense véritablement européenne, autonome des États-Unis d'Amérique, parce que nous ne voulons pas que notre sécurité, que notre avenir dépendent d'une capitale étrangère, et en particulier pas d'un promoteur immobilier au visage orange et aux pratiques despotiques. Alors, nous serons à place publique. Nous serons à place publique la force politique française qui répétera inlassablement que l'heure de la puissance écologique et sociale européenne est venue et qu'il n'y a pas d'alternative à l'émergence de cette puissance. Et nous regarderons les nationalistes, les pseudo-nationalistes dans les yeux en leur expliquant une chose simple, c'est que le destin qu'ils proposent à la France est un destin de soumission et de vassalité, et que nous, au contraire, nous sommes fidèles à la longue et belle histoire de notre nation quand nous voulons faire en sorte qu'émerge une puissance européenne. En Europe et en France, le combat que nous avons à mener est le même. C'est celui de la refonte, de la régénération, de la démocratie. Notre but, à place publique, ne sera jamais, ne peut pas être, de simplement préserver un système existant en bout de course contre les assauts des populistes. Notre but, c'est de le refonder. C'est tout le sens du travail que nous avons entrepris depuis des mois déjà. Et je veux ici saluer le travail de Sarah, de Victor, pour élaborer, coordonner l'élaboration du projet de place publique. Je veux saluer le travail des dizaines et des dizaines d'experts, des centaines d'adhérents
qui depuis des semaines bosse d'arrache-pied pour doter notre parti d'un projet. Un projet radical, ambitieux, crédible, qui n'obéit qu'à une seule règle, celui de la sincérité absolue. On ne peut pas exiger de ce projet qu'il soit modéré ou radical pour la pure radicalité. Ce qu'on veut, c'est qu'on se mette, quand on l'écrit, dans les conditions de l'exercice du pouvoir, qu'on ne multiplie pas les mesures simplement pour cocher des cases, comme dans un congrès d'universitaires de l'UNEF qui décide tout d'un coup de changer le monde sans se poser la question d'appliquer réellement ce qu'il propose. Mais l'autre exigence, c'est celui de prendre la mesure de la nécessité de changements profonds à apporter à notre démocratie française. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie française et les démocraties européennes semblent si fragiles et si friables, parce qu'elles ne sont plus capables d'amener de la sève dans l'arbre. Et c'est ça qui rend un arbre friable. L'enjeu, pour nous, c'est de remettre de la démocratie partout dans la démocratie. L'enjeu, c'est de mettre fin à ce système de la Ve République, trop vertical, trop engoncé, trop rigide, d'avoir enfin une véritable République au pays de la République. L'idée, c'est de mettre fin à l'infantilisation des citoyennes et des citoyens. L'idée, c'est de suivre la maxime de Kant. On m'a demandé avant, un journaliste connu m'a demandé quelle serait la punchline de mon discours. J'ai dit une citation de Kant, évidemment. On ne se refait pas. Kant écrivait « On ne peut mûrir pour la liberté qu'à la condition préalable d'être placé dans cette liberté. » Ça veut dire qu'on apprend à marcher en marchant. Et que tous ceux qui vous disent que les Français ne sont pas prêts pour la proportionnelle, que les Français ne sont pas prêts pour le parlementarisme, que les Français ne sont pas prêts pour une démocratie continue et citoyenne, eh bien, ils appliquent ce que Kant reprochait aux princes qui refusaient de libérer leur peuple sur le thème que ce peuple n'était pas prêt pour la liberté. Kant répliquait que la seule manière d'apprendre à être libre, c'est d'être libre. Et que donc, on responsabilisera notre classe politique et nos parlementaires en leur donnant plus de pouvoir, nos élus locaux en leur donnant plus de pouvoir, et nos citoyens en leur donnant plus de pouvoir et plus de contrôle sur l'action de la puissance publique. On sera plus responsable quand on sera plus puissant en tant que citoyen. Car ce sentiment d'impuissance citoyenne qui mine nos démocraties s'explique par une forme de captation de la souveraineté populaire. Et il y a un autre sentiment qui mine la démocratie, c'est celui de l'injustice sociale. Pourquoi ? Parce que la démocratie n'est pas qu'un régime institutionnel. La démocratie, c'est aussi un régime de solidarité. C'est cela qui consolide un système démocratique. Et ce n'est pas un hasard. Si pendant les grandes crises qu'ont traversées les démocraties occidentales, à chaque fois, pour se défendre, pas par lubie gauchiste, mais pour se défendre, elles ont inventé des mécanismes de solidarité puissants. Pensez à l'Amérique de Roosevelt, pensez à l'Angleterre de la Deuxième Guerre mondiale qui invente le NHS, la sécurité sociale anglaise. Pensez au programme du Conseil national de la résistance. C'est à chaque fois dans les grands moments de crise que nos démocraties cultivent les solidarités et inventent de nouveaux mécanismes de redistribution. Alors, aujourd'hui, le triomphe de l'individualisme et l'atomisation sociale ont diffusé chez les citoyennes et chez les citoyens l'impression
que chacun, chacune se retrouvait seul et isolé, que la politique démocratique était impuissante à répondre aux besoins de protection des plus vulnérables d'entre eux, et que leurs élites se détournaient de la réalité, des violences qu'ils subissaient au quotidien dans des territoires laissés à l'abandon, que leurs angoisses fondamentales et leurs peurs légitimes étaient traitées par le mépris, que leur crainte de perdre le peu qu'ils avaient, pour eux ou pour leurs proches, n'était plus perçue et encore moins considérée par ceux qui étaient censés les représenter et les protéger. Un sentiment de vide s'est propagé, un sentiment d'abandon, un sentiment d'isolement et de dépossession. Et c'est ce sentiment-là, qui est parfaitement légitime, qui a produit ensuite, logiquement, cette vague de ressentiment. Alors pour vaincre les forces politiques qui exploitent le ressentiment, c'est donc à ce sentiment-là, très profond et parfaitement légitime, de perte du contrôle sur sa propre vie, de dépossession de son existence et de son destin, que nous devons impérativement apporter une réponse forte. Nous proposerons donc un nouveau contrat démocratique et social aux Français, un contrat fondé sur les idées de solidarité et de justice, un contrat qui mettra en son cœur la grande question que la gauche a trop longtemps délaissée, celle du travail. Car le travail reste et demeure le lieu principal de la reconnaissance et de l'intégration sociale de chacun. Nos travaux seront guidés par 3 impératifs. D'abord, revaloriser le travail, faire en sorte qu'on vive dignement de son travail. Ensuite, introduire la démocratie sur le lieu de travail. Et enfin, redonner du sens au travail. Écrire ce nouveau contrat démocratique et social est un travail titanesque. Nous avons jusqu'à juin. Donc, il ne faut pas qu'on stresse. Ça a bien avancé jusque-là, mais il faut qu'on soit prêt. Oui, il faut qu'on soit prêt. On sera prêt ? Et à partir de ce projet, nous écrirons un récit. Et là, je veux le dire, ce récit devra s'adresser aux Françaises et aux Français et leur parler de la France. La gauche a trop longtemps délaissé la France. Moi, j'ai le souvenir, pendant la campagne des européennes, d'ouvriers ou d'agriculteurs qui me disaient « mais en fait, on est d'accord avec vous sur les mesures protectionnistes que vous proposez, sur même la transformation écologique telle que vous la proposez. Mais le temps de Jordan est arrivé. » Et je leur demandais mais pourquoi, si vous êtes d'accord avec ce qu'on propose? Et il me répondait, mais parce que lui, il aime la France. Et je disais, non, mais c'est une perception qui est très ancrée. Et je disais, mais pourquoi? Vous pensez que nous, on n'aime pas la France? Non, vous, les élites françaises, vous n'aimez plus la France. Et on doit écouter ça. On ne doit pas traiter ça par le mépris, arriver et dire, non, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'autre chose que de cela. Nous, on vient et on sait les questions que vous devez nous poser et on sait les réponses qu'on doit vous apporter. Non, il faut écouter ce qu'on nous dit. Il faut entendre. Il ne faut pas arriver comme des pèlerins en terre païenne pour convertir les gens. Et quand on nous dit ça, ça doit nous interroger. Pourquoi? La gauche française, pendant toute son histoire, a su raconter ce qu'était la France,
a su dessiner le visage de la France, a su lui donner un visage humaniste et solidaire, a su l'identifier avec la République, avec les Lumières. Pourquoi elle n'arrive plus à le faire? Et moi, je pense que le projet qu'on porte, il devra ensuite se décliner en récit sur ce que ça veut dire qu'être français. Parce que si nous ne le faisons pas, nous laissons le stylo aux Zemmour, aux Le Pen, aux médias de Bolloré. C'est ça que nous faisons. Ah. Ne vous y trompez pas. Chaque élection en France se joue sur la définition de ce qu'est la France. C'est ça une élection présidentielle en France. Pendant tout le XIXe siècle, les diverses tentatives de restauration de régimes monarchiques ou autoritaires ont toutes échoué pour une seule raison. Pourquoi il y avait une révolution tous les 15 ans en France? Parce que ceux qui racontaient l'histoire de France, le destin français, ceux qui l'inventaient, ceux qui le dessinaient, eh bien, étaient républicains. Et que donc, à chaque fois, il y avait une révolte contre l'autoritarisme et la réaction. Et Napoléon III s'y est pas trompé. Quand il a voulu abolir la République, la Seconde République, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle fut sa première mesure avant même d'interdire les partis politiques ou d'arrêter les parlementaires? Et je regarde Aurélien Rousseau, qui sera sur la barricade. C'est décidé collectivement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la police fermer le cours de Michelet au Collège de France. Parce que tant que Michelet racontait ce que ça voulait dire qu'être français, eh bien, il ne pourrait pas supprimer la République. Et que s'il voulait supprimer la République, il fallait d'abord supprimer Michelet. Et simplement, les héritiers de Michelet sont devenus aphones, atones, incapables de contredire ou de couvrir les voix de crécelle des héritiers de Maurras et de Barrès. Eh bien, nous raconterons la France aux Français et nous dirons une chose simple. Ce moment de bascule historique, ce moment d'émergence possible d'une puissance européenne, c'est un moment d'un danger absolu pour notre pays, pour notre continent, mais c'est aussi un moment d'opportunité historique pour notre pays. Nous pouvons redonner un sens au fait d'être français, un sens épique, ce sens qui nous manque et qui plonge notre pays dans la dépression. Parce qu'on n'est pas une nation comme une autre. La vérité, c'est que les Français, ils ont besoin que le fait d'être français raconte une histoire universelle, que le français parle à tous les hommes sur cette terre. On va à l'école et on apprend quoi? Qu'un jour, des députés ont dit que tous les hommes, où qu'ils fussent nés, naissaient libres et égaux en droit. On a appris qu'on pouvait parler une langue universelle en français. Et ensuite, on regarde ce qu'est devenu notre pays. Et évidemment, on sombre dans la neurasthénie et la dépression. Et on est habité par un sentiment de déclin. Eh bien, moi, je vous le dis, ce moment où la France peut redevenir une locomotive en Europe, où nous pouvons, parce que les questions de défense et de sécurité que nous avons prises au sérieux en France sont redevenues cruciales, où nous pouvons prendre la tête de cette grande puissance européenne et à partir d'elle, en elle, à nouveau parler au monde et peser sur les affaires de la planète, eh bien ce moment-là peut être un grand moment de réconciliation des Françaises et des Français avec leur destinée collective. Et je vais vous faire une confidence. J'ai vécu pendant 1 an entouré d'un mur de papier où il y avait tous les jours de l'année. Et à chaque jour de l'année, je devais mettre un post-it sur une date, du 1er janvier au 31 décembre. Et sur chaque post-it,
il devait y avoir une raison puisée dans notre histoire qui me rende, moi, fier d'être français. Et ce que je veux, c'est que cette histoire progressiste, humaniste de notre nation, nous sachions la raconter et la faire vivre à nouveau. Voilà ce que je veux et voilà ce que nous allons faire. Et nous allons dire, aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, aux Américains qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique, nous allons dire aux Américains deux choses. D'abord, rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. On en a marre d'en avoir une toute petite. On veut la grande. Et on veut le poème qu'il y a écrit en dessous. Cet appel à tous les persécutés, aux libres penseurs, qui leur promettait une terre ouverte, d'accueil, et qui aujourd'hui, cette terre, cesse d'être ce qu'elle avait été. Eh bien, nous serons, nous, cette terre ferme pour les amoureux de la liberté. Et la deuxième chose qu'on doit dire aux Américains, vous voulez virer vos meilleurs chercheurs. Vous voulez virer tous les gens qui, par leur liberté et leur sens de l'innovation, leur goût du doute et de la recherche, ont fait de votre pays la première puissance mondiale. Eh bien, nous allons les accueillir. Et nous serons le pays des scientifiques, le pays des esprits innovants. La gauche, ça ne peut pas être que la défense de ce que nous avons. On doit embrasser l'avenir. Alors, je laisserai à l'aile dissidente de Place Publique les revendications territoriales. Parce que nous ne voulons pas des terres, nous voulons des esprits. Alors, pour porter ce projet, pour raconter ce récit aux Françaises et aux Français, nous avions besoin d'une maison forte. Nous avions besoin d'un parti rénové, refondé, fidèle à ses aspirations originelles, mais capable de porter sur ses épaules, encore jeunes et frêles, cette responsabilité immense. Eh bien, c'est tout l'objet de ce congrès. Adopter d'abord de nouveaux statuts qui mettront des élections à chaque échelon, qui organisent la décentralisation, la déconcentration du pouvoir au sein de Place Publique, qui affirment le rôle des régions, qui assurent le fait que notre puissance sera fondée sur la délibération permanente, les échanges, le dissensus s'il le faut, mais dans le respect. Un parti qui devra être fort, parce que sur lui repose une responsabilité immense, qui est celle d'être l'aiguillon
dont la gauche démocrate et pro-européenne a besoin pour reprendre le pouvoir dans notre pays. Au fond, pourquoi notre campagne aux élections européennes a fonctionné? Pourquoi elle a pu réveiller un tel enthousiasme? Parce que nous avions avant, pendant 1 an et demi, travaillé sur un projet clair pour l'Europe, que nous savions ce que nous voulions défendre, que nous pouvions parler pendant des heures d'Europe et que nous savions quoi répondre et quoi dire. Mais aussi parce que plus d'1 an et demi avant, nous avions défini ensemble une ligne stratégique claire, un cap clair. Bon. J'avais promis à mes fils que j'allais la faire une fois, donc voilà, c'est fait. J'ai passé un été calamiteux. L'autorité du père s'est complètement effacée devant ces clips. Mais nous avions défini une stratégie claire qui disait quoi? Nous ne pouvons aller aux élections européennes qu'avec des partis qui partagent nos principes et notre vision de l'Europe. C'était cela, la ligne stratégique que nous avions définie, et chacune et chacun au sein de Place Publique savait où nous allions et comment nous y allions. Eh bien, ce que nous avons fait sur l'Europe, nous devons le faire sur la France. C'est tout le sens. C'est tout le sens du projet sur lequel nous travaillons. Mais c'est aussi tout le sens de la feuille de route que nous avons adoptée avec la liste nationale. Les grands moments de bascule exigent une clarté absolue et n'autorisent aucune tricherie avec soi-même. Alors soyons clairs. Nous ne ferons aucun accord national avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Aucun. Nous n'aurons pas de programme commun avec des gens qui sont aux antipodes de nous sur le moment historique que nous traversons. Comment pourrais-je dire pendant 15, 20, 30 minutes, 15, 20, 30 fois que ce que nous vivons est un moment existentiel pour l'Europe et pour la France, pour nos démocraties, que la Russie de Vladimir Poutine est une menace existentielle pour nos nations, et ensuite prétendre gouverner avec des gens qui s'opposent à toutes les mesures que nous prenons pour faire face à ce péril. Alors, ce que nous voulons, c'est un rassemblement, mais un rassemblement dans la clarté, sur la base d'un projet limpide, un projet démocrate, pro-européen, social, écologiste et féministe, sans aucune compromission ni aucun renoncement. Et nous tendons aujourd'hui la main, d'abord à nos partenaires socialistes. Nous avons ensemble mené une campagne aux européennes qui a suscité l'enthousiasme et a réveillé la fierté politique de millions de citoyennes et de citoyens. Nous œuvrons au quotidien ensemble, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Eh bien, nous devons bâtir ensemble sur cet acquis. Et dites-vous bien une chose, les élections européennes, cette campagne, ce n'était pas une parenthèse, c'était le début d'une aventure collective puissante. Alors,
Créons une plateforme programmatique commune, une fois que votre congrès sera passé. Une plateforme que nous ouvrirons aux écologistes, aux sociodémocrates, à tous les humanistes qui le veulent, qui le désirent, qui le souhaitent, pour avoir un projet commun, une stratégie commune, un véhicule commun, pour gagner les élections municipales, législatives, présidentielles, régionales. Notre but, disons-le, n'est pas d'être les premiers à gauche. On s'en fout honnêtement d'être les premiers à gauche. On s'en fout d'être les premiers au sein d'un camp perdant. Nous, notre but, c'est de gagner les élections pour pouvoir changer profondément la donne. Et notre obligation, c'est donc de rassembler, d'élargir, d'accueillir, mais toujours dans une clarté absolue, en respectant le projet que nous porterons en juin. Et je le répète donc, cela ne se fera pas avec des gens qui ne respectent pas ce projet. Parce qu'au fond, je sais les arguments qu'on va m'opposer, mais au fond, nous ne pouvons pas gagner si nous transigeons sur nos principes. Pour une raison simple, c'est que nous ne méritons pas de gagner si nous transigeons sur nos principes et que c'est précisément en refusant de transiger sur les principes que nous deviendrons crédibles pour gagner. Alors je sais, je suis un peu atypique dans le paysage politique français. Mais sachez, moi aussi je t'aime et je vous aime. Mais sachez que les mots que je prononce ne sont pas des mots légers et ils ne s'envoleront pas au premier coup de vent. Chacun des mots que je prononce dans ce moment vertigineux est lesté du poids d'une expérience particulière, celle de la rencontre du tragique. J'ai forgé mes convictions dans les charniers du Rwanda, avec les rescapés du génocide des Tutsis, dans les révolutions des confins européens, dans les guerres des marges de nos continents. J'ai regardé dans les yeux des tueurs et des victimes, et je sais, au plus profond de moi, dans mes tripes, ce que signifie la démocratie et ce que signifie son absence, ce que signifie la paix et ce que signifie la guerre. Et je sais que nous avons une responsabilité immense aujourd'hui. Et je sais que la politique n'a rien, mais vraiment rien d'un jeu dans les temps troublés. Alors, rien, je vous le dis, rien, ne me fera jamais dévier de la voie que nous traçons ensemble ici et maintenant. Aucun vent contraire, aucune pression ne pourra nous faire dévier. Nous adoptons aujourd'hui une feuille de route et nous nous y tiendrons jusqu'à toutes les échéances qui s'annoncent. Depuis les... Alors, chers amis, nous savons vers où nous allons, nous savons comment y aller et nous savons d'où nous venons. Nos pas, nous les inscrivons dans ceux de Jaurès, liant la République à la quête ininterrompue de justice sociale, dans ceux de Blum, refusant l'autoritarisme bolchevique et la violence en politique, dans ceux, et j'y tiens, de Mendès France, proclamant que la démocratie est, je cite, beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité, que c'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire, que c'est un code moral. Et nous devrons mener ces combats difficiles en préférant toujours le courage de la vérité et de la nuance face aux slogans d'estrade et aux vociférations haineuses. Oui, au cœur de la tempête,
Nous devons être cette terre ferme où viennent accoster les esprits dégoûtés, d'où qu'ils viennent, par le règne du mensonge et les âmes indignées par le culte de la brutalité dans le débat public. Alors lançons un appel solennel à tous les démocrates de combat de ce pays. Si vous partagez nos principes fondamentaux, si vous avez en commun avec nous l'inlassable quête de justice sociale qui sous-tend la promesse républicaine française, la conscience écologique sur laquelle doit désormais se fonder toute politique publique, et notre foi inébranlable dans le projet européen, alors rejoignez-nous. Si vous souhaitez renforcer l'émergence d'un grand pôle démocrate, social, écologique, pro-européen dans notre pays, alors rejoignez-nous. Si vous voulez forger une alternative puissante à l'extrême droite, une alternative cohérente de bout en bout, sans compromission, sans résignation, alors rejoignez-nous et lançons ensemble la résistance démocrate. Lançons la résistance démocrate. Résistance démocrate. Oui, nous allons construire quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de neuf, qui ne sera pas la réédition du passé, une social-démocratie rénovée, débarrassée de ses compromissions ou de la tentation de l'accompagnement, une social-démocratie qui épouse l'écologie politique et se refonde en l'épousant, un espace politique sans posture, sans compromission, sans violence. Je sais que l'aventure que nous lançons ensemble sera difficile, qu'elle sera longue, qu'elle sera rude, que nous prendrons des coups. Mais je sais aussi combien nous sommes forts. Je sais que nous sommes nombreux ici et encore plus nombreux ailleurs, que nous sommes nombreux aujourd'hui et que nous serons encore bien plus nombreux demain. Alors vive la résistance démocrate! Vive Place Publique! Vive la démocratie! Vive la France humaniste! Et vive l'Europe libre! Se io muoio da partigiano, oh vela ciao,